Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver sur Easy Training pour une nouvelle vidéo où nous allons voir les 5 choses à savoir pour bien débuter sur GitLab CI. Oui les amis, on va parler de ce magnifique outil qui permet de mettre en place des pipelines CI/CD. Si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les salariés à devenir freelance et les freelances à trouver de meilleures missions. Donc si l'une de ces 3 thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et également à activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos vidéos chaque semaine et bien évidemment de nous suivre également sur LinkedIn où nous publions chaque semaine des formations gratuites à réaliser avec la présence d'un formateur en soirée de 20h30 à 21h30. Et en parlant de formations gratuites, tu as dans la barre de description 5 formations gratuites autour du cloud et du DevOps pour te permettre de découvrir cet écosystème-là. Ceci étant dit, je vais maintenant te présenter les 5 éléments à connaître pour bien débuter sur GitLab CI. Afin de pouvoir soutenir leur croissance, les entreprises, via leur DSI, sont en train de vouloir accélérer la production des applications et leur déploiement dans les divers environnements prod, pré-prod et tout ce que vous pouvez imaginer. Pour faire cela, ils ont donc besoin d'outils, donc d'accélérateurs de croissance de l'IT. Du coup, ça va nous permettre de pouvoir faire du build en continu, du test en continu, du scan en continu, du déploiement en continu. Parmi cette famille d'outils CI/CD, on a donc GitLab CI. Et dans cette vidéo, je me propose de te présenter 5 éléments importants quand tu souhaites débuter sereinement sur GitLab CI. Alors, pour pouvoir écrire des pipelines sur GitLab CI, on utilise un fichier qui s'appelle un fichier caché qui s'appelle .gitlab-ci.yaml. Donc YAML, c'est pour la syntaxe qui est utilisée. Ça veut dire que c'est dans ce fichier-là que vous allez définir les modalités de votre pipeline. C'est à l'intérieur que vous allez l'écrire. Donc, si vous allez sur le repository de l'entreprise et si elle dit qu'elle fait vraiment du GitLab CI, vous allez trouver ce fichier-ci. Et dans ce fichier, vous verrez donc les différents steps de votre pipeline en mode CI et CD. Donc, le fichier GitLab CI, c'est le premier élément que vous devez savoir quand on souhaite définir un pipeline sur GitLab CI. Deuxième élément, c'est le format. Comment est-ce qu'on écrit? On a dit que c'est déjà du YAML, oui. Ensuite, au niveau de la structure, vous avez ce qu'on appelle des stages qui sont déclarés ici, stages. Donc, au niveau des stages, on va par exemple parler du stage de build. Ensuite, on va parler par exemple du stage de test et le stage de deploy. Ensuite, on aura les steps. Les steps qui vont nous permettre de référencer les stages pour dire par exemple que ce step-ci c'est pour le stage de build. Et ensuite, on aura les scripts qui sont globalement les actions, les commandes à exécuter pour pouvoir réaliser en fait notre fameux build. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est écrit en YAML, donc l'indentation, on privilégie 2 espaces avec la notion de clé-valeur et avec généralement des 2 points. Bien. Dans le fichier, vous avez également une instruction intéressante et qui s'appelle image. Ça, c'est quand on veut déjà parler de Docker. Ça permettra de dire en effet dans quel environnement sera réalisées les différentes actions. Si vous avez besoin d'être dans un contexte Node.js, dans un contexte Python, etc., vous précisez l'image et c'est à l'intérieur que votre pipeline sera exécuté. Donc, le format, c'est du YAML avec la notion de stage, de step et également de script. Ensuite, comment seront exécutées donc vos actions? Parce que c'est ça la problématique. Comment seront exécutées vos actions? Alors, vos différentes actions seront réalisées par des GitLab runners. Alors, si ici on a le serveur principal GitLab, en fait, il va envoyer vos tâches sur des runners. Donc, les runners, ce sont donc ces machines-là ou ces conteneurs qui auront à charge d'exécuter les différents workloads qui seront envoyés notamment via votre fichier descriptif de votre pipeline. En l'occurrence, le fichier .gitlab-ci.yaml. C'est lui qui va donc lancer les exécutions ici. Et dans votre pipeline, vous pourrez donc préciser, grâce à la notion de tag, sur quel runner vous souhaitez exécuter votre pipeline. Par exemple, ici, c'est un worker de type Windows. Là, c'est un worker de type Linux. Ici, vous avez Docker.
Là, par exemple, vous avez une autre techno, je ne sais pas moi quoi. Mais globalement, vous aurez donc la possibilité de taguer en fonction des environnements concernés. Par exemple, ici, c'est une machine avec Java. Voilà, un petit coucou à mes amis qui font Java. On n'est pas toujours très d'accord, mais bon, je les aime beaucoup. Du coup, là, on a en effet la partie Java. Donc, dans votre pipeline, vous allez donc choisir sur quel runner vous allez donc lancer les différentes tâches d'exécution. Ensuite, vous avez des pipelines, des types de pipelines. Alors, moi, je parlerai de ceux que je vois énormément sur le marché. Parce que moi, je ne parle que des éléments qui sont très demandés en entreprise. Donc, au niveau des types de pipelines qu'on peut avoir, on a les pipelines basiques. Donc là, je parle des plus demandés hein, parce qu'on en a une longue liste. Je crois qu'ils sont peut-être 7 ou 8 comme ça. Mais moi, j'en parlerai que de 4. Donc, vous avez les pipelines basiques qui sont en fait ceux que tout le monde utilise. Donc, ils mettent simplement un enchaînement de tâches, d'opérations. Du coup, c'est les pipelines basiques. Vous avez ensuite les pipelines de type parent and child. Ce sont des pipelines qui permettent tout simplement, et je ferai une autre vidéo dessus, qui permettent tout simplement d'avoir un pipeline principal qui, lui, fera appel à d'autres pipelines pour ne pas avoir un trop long fichier et pouvoir aussi accélérer la phase de build parce qu'on peut définir des conditions. Par exemple, si tel fichier du pipeline B est modifié, alors automatiquement, on lance le build, mais seulement le build qui est lié au pipeline B. Donc, ça permet de mieux structurer notre pipeline et de ne pas avoir un fichier où on a tout. Vous avez également le pipeline de type DAG. Donc, ce type de pipeline-là est très utilisé pour faire du build en mode asynchrone, c'est-à-dire, généralement, quand les pipelines s'exécutent, en fait, les tâches sont séquentielles. Mais le problème, c'est que vous pouvez avoir différentes opérations que vous souhaitez faire en mode asynchrone pour pouvoir accélérer vos builds. Et à ce moment-là, les pipelines de type DAG sont très intéressants. Ensuite, vous avez également les pipelines que je vois énormément, qui sont les pipelines de type merge request ou pull request, qui ne se déclenchent que lorsque vous êtes en train de faire une pull request, c'est-à-dire contribuer au code principal, éventuellement sur la branche main ou master. Donc voilà les 4 types de pipelines que je retrouve énormément. Mais attention, ce ne sont pas tous les types de pipelines, mais là, c'est ce que je recommande de maîtriser pour des débutants. Et ensuite, vous avez donc plusieurs triggers. Qu'est-ce qui va permettre de lancer le pipeline? C'est soit une opération, je vais vous montrer, c'est soit une opération manuelle, c'est-à-dire vous-même qui allez appuyer sur un bouton pour lancer le pipeline, soit alors c'est fait de façon automatique via, dans un premier temps, un commit, tout simplement, ou alors via une merge request qui va déclencher l'exécution du pipeline. Et on peut même aussi penser à un web hook, c'est-à-dire un mécanisme qui fera en sorte qu'un composant externe à votre système vienne en effet le requêter en disant « Lance-moi ce job, s'il te plaît ». La demande en effet peut venir d'un outil externe complètement à GitLab et lui demander en effet de lancer l'exécution. Donc voilà quelques éléments donc, que vous devez savoir quand vous souhaitez vous intéresser aux sujets liés à GitLab CI et que vous devez maîtriser. Maintenant, si ces sujets en effet vous sont étrangers, je vous propose de découvrir quelque chose. Si vous partez de zéro et que vous souhaitez vous lancer dans le DevOps, nous vous proposons de participer à notre bootcamp DevOps qui a lieu chaque 2 mois et la prochaine promotion aura lieu le 1er mai. Du coup, la suivante aura lieu le 1er juillet, donc on fait une nouvelle promotion chaque 2 mois. Et la formation dure 3 mois à réaliser en distanciel. Le premier mois, ce sont les microservices. Le deuxième mois, c'est toute la partie CI/CD. Et le dernier mois, c'est la partie automatisation pure et dure avec Terraform et Ansible. Nous sommes déjà là à notre 7e promotion, donc on a vraiment l'habitude de cette formation parce que les résultats aussi sont là. C'est-à-dire, lorsqu'on publie même l'annonce sur les réseaux sociaux, en fait, il n'y a déjà presque plus de place. Donc, c'est une formation qui a fait ses preuves. Allez juste sur la page Easy Training dans la partie session à venir ou formation future. Vous allez voir dans le bootcamp DevOps les témoignages. On a des gens qui ont trouvé des CDI, qui sont devenus freelance, qui travaillent maintenant en Suisse. Donc vraiment, c'est un métier qui est en pleine croissance et il y a énormément de demandes dessus. Donc je vous invite à rejoindre l'aventure et de découvrir GitLab CI dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vu notamment lors du 2e mois. Si cette vidéo, en effet, vous a fourni des informations utiles, n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire, à nous laisser un like, à partager à vos collègues. Et moi, je vous dis à la prochaine fois sur notre chaîne Easy Training. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné.
feel good.